En attendant de vous présenter mon invité ce matin, je rappelle que vous aurez à suivre l'actualité des sports avec Candide Ongweta qui passera tout à l'heure. On dira aussi deux mots avec Esther Tofa. Elle, c'est la spécialiste santé sur Actu Matin. Elle propose qu'on parle un peu de l'allaitement maternel ce matin avec le rôle assez intéressant qu'elle nous propose de l'homme en la matière. On va découvrir tout cela bientôt. On va parler aussi, et notamment lors de nos débats, du passeport béninois, pardon, et de son importance. Justement, ce parchemin d'identité, cette pièce d'identité a pris de l'importance, notamment ces dernières années, avec tout le travail qui a été fait. Désormais 13e sur le continent. Qu'est-ce qui a bien pu motiver et aider à ce repositionnement? On en parlera et on dira deux mots, si le temps nous le permettait, deux mots au sujet de cette drame qui frappe le Bénin, des séries d'accidents. On ne vous le présente plus, en tout cas, qui ont conduit, mettons, à des deuils, notamment dans des familles et surtout au plan national. Notre invité ce matin, c'est Monsieur Wanilo Guillaume Ganhide. Il est chercheur. Monsieur Ganhide, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes spécialiste des langues et vous nous proposez ce matin quelques détails liés justement aux résultats de vos recherches. Vous vous êtes intéressé notamment aux langues nationales B, c'est bien cela, et vous avez découvert et vous nous proposez désormais la langue Ho. C'est quoi la différence entre les deux? Ok, d'abord, je suis un philosophe, un chercheur en philosophie et en égyptologie. La différence entre le B et le Ho, c'est que le B prend en compte les langues qui se parlent au sud du Bénin, du Togo et du Ghana, parce que l'EV y est inclus, et n'inclut pas le Yoruba, ni le Nango. Le B se base sur une structure qui se situe en quelque sorte dans le paradigme des langues pas analytiques, mais des langues comme le français et autres. Le Ho, dans mes recherches, Oui. se trouve être l'ancêtre commun des langues B et du Yoruba. Okay. Et nous révèle la structure originelle de la langue. De telle sorte que mon nom de famille, c'est Ganhide. Ce nom de famille, ce mot, est une phrase quand on va le traduire en français. Parce que c'est constitué de 3 syllabes que j'appelle Hokun. Vous voyez, Gan, Hi et puis D. Vous voyez, c'est comme ça que nos mots sont formés. Et la langue Ho se base sur ces phonèmes, ces syllabes, et les définit comme la base de nos mots. Moi, pour les petites connaissances que j'ai eues, je n'ai pas beaucoup étudié les langues, en tout cas nationales. On a toujours cru que le Yoruba était déjà inclus dans les langues bay. Non. Selon les chercheurs, surtout Benjamin Kakpo qui a beaucoup travaillé sur le sujet, la langue Yoruba est une langue qui n'est pas inclue dans les langues B. Oui. Le Yoruba, le Nago sont une autre langue parce que, bon, voilà. Le B inclut le Fon, le Mari, l'Evé, l'Adja, le Kotafon, et voilà. Alors, vous dites que le Ho est à l'origine des bay. Comment est-ce que ça peut se découvrir? Au fait, nous sommes orientés d'abord vers l'histoire. Selon les chercheurs du golfe du Bénin, c'est-à-dire Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, les peuples du golfe du Bénin sont originaires de l'Égypte. Ok. À partir de l'Égypte, lors des invasions successives, ils ont migré vers Ile-Ife avant de progresser vers Adjatado et avant de s'éparpiller dans le golfe du Bénin. Et comment un peuple peut se déplacer sans avoir sa langue
et sa spiritualité. Vous voyez? Et donc, c'est à partir de là que les recherches nous ont démontré que ces peuples parlaient une seule langue. Et au fil du temps, lors des déplacements, cette langue a subi des modifications, voilà, des transformations, des métamorphoses. À chaque installation, il y a des changements. À Ilé-Ifẹ̀, il y a des changements. Parce qu'il y avait des langues qui se parlaient dans ces zones-là, avant que nous viennent les langues, la langue de l'Égypte, je veux dire. Vous voyez? Et donc, c'est à partir de là que les monosyllabes ont été, je ne vais pas dire découverts, ont été redécouverts ou bien systématisés parce que c'est dans la langue. Et c'est, voilà, à partir de là que si nous commençons par prendre les monosyllabes, nous allons voir que ça existe en Yoruba, en Fon, voilà. Est-ce que ces différentes langues fonctionnent de la même façon? Je dis le Yoruba, le Fongbe, le Mina, etc. Toutes ces langues qui sont du groupe Gbe. Ces langues ne fonctionnent pas de la même façon parce que elles ont subi des transformations, comme je l'ai dit. Mais par exemple, quand nous allons prendre le mot corps, par exemple, corps qui est le konou, vous voyez, rituel, totem, voilà. De ce mot est issu le mot akowe, par exemple. Le mot akowe est en Yoruba. Ah oui? C'est en fond. Et dans les autres langues B. Quand nous allons prendre le mot kou, qui veut dire quelque chose qui est authentique, sans mélange, et qui veut dire aussi la mort. L'Égyptien ancien dit kou pour désigner les mêmes choses. Ah oui. Le fond dit kou aussi. Le Yoruba dit iku. Les autres langues B, comme l'évé, les Adja et autres, disent écou. Vous voyez. Et c'est comme ça que... Donc il y a des racines que ces différentes langues ont gardées, voilà. qui se sont partagées. Voilà. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'une langue ait pu se métamorphoser et surtout subir une sorte de scission, une sorte de diversification au fil du temps? Les différents peuples auraient pu garder leur langue originelle de l'Égypte. Voilà, nous n'avons pas pu garder le système éducatif. Oui. Mais ce système éducatif se retrouve aujourd'hui en quelque sorte essentiellement dans les dous du Fa. Parce que l'écriture de l'Égypte s'appelle Mendou. Vous voyez? Ok. Et ce sont les dous. Les rokuns dont je parle sont les dous. Par exemple, le mot kou, quand nous allons prendre la lettre K, par exemple, nous aurons K, Ke, Kou, Ko, Kun. Voilà, ces différentes syllabes sont en quelque sorte la base du Fa. Vous voyez? Et c'est l'interprétation au fait des dous que le Fa est en train de faire, mais d'une façon plus spirituelle de couvent. Vous voyez? La façon intellectuelle que nos ancêtres utilisaient, selon mes recherches, se fait par exemple, quand nous allons prendre l'exemple du mot ko, il s'agit de lui donner toutes ses significations parce que un mot est riche de ses sens. On enrichit le sens du mot. Ko veut dire le coup d'abord, ko. Ça veut dire ko, rituel, totem. Ça veut dire aussi démarche, comme démarche scientifique. Vous voyez? De telle sorte que quand nos anciens parlaient de Tolisinko, ça veut dire, le ko là, ça veut dire démarche. La démarche de la fondation d'un pays. Et c'est ça qui a donné le mot politique. Vous voyez? À travers le grec d'ailleurs. Qui a donné naissance maintenant au français, au latin, puis au français. Vous voyez? Donc, il s'agit d'enrichir le sens de chaque mot, de l'interpréter dans ses divers sens. Et cela, nous n'avons pas pu garder parce que nous n'avons plus notre système éducatif traditionnel, originel. Et donc, voilà, c'est comme ça que nous avons perdu. Et chacun essaie de le dire. Quand nous prenons le mot yon, par exemple, ça veut dire beau, bien, le bon,
ça veut dire aussi le savoir. Vous voyez. Mais le même mot, quand ça va en Mina, on dit Nyan, nous Nya. Vous voyez. Ce n'est plus Nyon, mais ça devient Nyan. C'est le même mot. En Nadia aussi, c'est la même chose. Vous voyez. En grec, c'est la même chose. C'est le Nyon. Ouais. Vous voyez. Donc, c'est ça qui a donné le mot coniosis, gnos, gnostique. Gnostique, etc., voilà. qui sont Voilà. dérivés, etc. Une parenthèse, hein. Quelles sont les proximités culturelles entre l'Égypte de cette époque-là et je dois dire, l'état actuel ou l'évolution des peuples dont vous avez étudié la langue aujourd'hui? L'Égypte ancienne est caractérisée essentiellement par sa spiritualité, sa religion. Oui. Une religion animiste. Bon, c'est le thème qu'utilisent les ethnologues. L'animisme. Placide Tempels parle de vitalisme. Moi, dans ma doctrine philosophique, j'évoque l'énergisme, parce que ce sont les énergies que nos ancêtres sacralisaient. Vous voyez. Et cette philosophie religieuse se trouve éparpillée dans le monde, en Afrique aussi, mais c'est au Bénin que cette philosophie de sacralisation des énergies de la nature se trouve plus solide aujourd'hui, jusqu'à devenir une fête culturelle nationale, ou bien peut-être on peut commencer par parler de fête internationale, parce que les Togolais s'impliquent beaucoup. Voilà. Et non seulement nous avons l'essence là qui est l'énergisme, mais nous avons beaucoup de similitudes religieuses. Ah ouais? Nous savons que l'Égyptien ancien a disparu avec les invasions et que ce qui se dit aujourd'hui de l'Égyptien ancien est issu du déchiffrement de Champollion et de sa suite. Et donc, ce n'est pas ce que les Égyptiens ont dit, mais plutôt des approximations. Des interprétations. Voilà, des interprétations. Mais néanmoins, quelques bribes restent quand même dans ce qu'ils disent. Par exemple, les égyptologues arrivent à déchiffrer le nom de la déesse de l'ordre et de la justice de l'Égypte comme Maat. Vous voyez. C'est une divinité principale du panthéon égyptien. Ce que nous retrouvons aujourd'hui dans le golfe du Bénin comme Maou. Vous voyez. Certains disent Maou, ça veut dire ce que quelque chose ne dépasse pas, Marou. Mais le fond ne dit pas. Rien ne dépasse. Voilà. Et je ne suis pas en accord avec cette interprétation. Pourquoi? Du mot. Et c'est ce que mon approche systématise au fait. Le fond ne dit pas Marou. Le fond sait bien que quand on dit roux, ça veut dire telle chose. Quand on dit ou, ça veut dire telle chose. Mais il n'a pas dit marou. C'est vrai, les mots peuvent changer parce que nous n'avons plus notre système. Et surtout quand c'est une articulation dans une phrase, l'intonation peut varier en fonction peut-être des ellipses, et des accords, etc. Des concordances de temps aussi. Effectivement, mais ce mot est très important pour notre culture et pour le monde entier. Le mot Maou. Le mot Maou est formé de deux dou, ou bien Khokun, monosyllabe, Ma et puis Ou. Vous voyez. Quand on inverse, ça peut faire Ouma, Aouma. Ou là, ça veut dire beaucoup de choses, mais dans ce contexte, ça veut dire la constitution physique. Vous voyez? Do, ou. Vous voyez? Ma, ça veut dire partage équitable. Non, ma. Vous voyez? Partage équitable du corps. C'est pour décrire l'androgynie. C'est la divinité principale qui est androgyne. Aujourd'hui, dans notre culture, certains mettent Maou en dessous de Nana Bouloukou. Nana Bouloukou, c'est au fait l'autre nom de la divinité, la quatrième divinité issue, ou bien troisième divinité issue de Mao, qui est Minona. Donc Nana Bouloukou n'est pas l'androgyne, c'est Mao qui est l'androgyne. Son nom même le dit. Vous voyez? Et quand on va commencer par dire Mao, on va commencer par dire autre chose. C'est parce que nos ancêtres voyaient que c'est la première loi scientifique que nos ancêtres avaient découvert. La symétrie dans tout. La symétrie et l'équilibre.
Imaginons qu'on prend un homme, on lui fait passer une ligne droite par le centre de son corps. Le bras gauche est à droite et les pieds, les narines, tout est deux. Dans les arbres, dans les feuilles, dans les animaux, c'est une loi de la nature. Vous voyez, c'est ça qui est Mao. Vous voyez, c'est la mise ensemble, ou bien l'ensemble des choses opposées. Et c'est à partir de Mao que sont nées maintenant les divinités, comme la mère des eaux, le dieu du feu, vous voyez, voilà. Et vous avez fait quelques proximités avec notamment le grec, vous l'aviez cité tout à l'heure. Faut-il dire que nous sommes parents aux Grecs quand on voit un peu que, c'est vrai, la civilisation égyptienne ancienne est comme ce vase dans lequel beaucoup sont venus puiser un peu partout du monde. Mais alors, si nous sommes partis de l'Égypte et que les gens sont venus puiser en Égypte, sommes-nous parents aux Grecs? Aux Grecs anciens, oui, parce que il y a eu des bouleversements historiques, géographiques, dont ne tiennent pas compte aujourd'hui, depuis longtemps, des ethnologues et des colonisateurs, des colons. L'Égypte aujourd'hui est arabe. Ce n'est pas pour autant que l'Égypte était arabe. Cheikh Anta Diop a démontré. Absolument. Ah oui, Joseph Antinov, mais voilà. Tout à fait. Et les Grecs anciens ne sont pas les Grecs d'aujourd'hui, ou bien les Grecs d'aujourd'hui ne sont pas les Grecs de l'ancien temps. Il y a eu des bouleversements. Parenté culturelle. Aujourd'hui, il n'y a plus de parenté biologique. Voilà. C'est très éloigné. On peut comprendre un peu que l'histoire est passée par là et qu'on a pris beaucoup de distance. Oui. Parenté culturelle, linguistique, oui. Je viens de vous parler du mot yon. Oui. Qui est le savoir. C'est le même mot qui désigne la même chose en grec. Et le mot corps dont j'ai parlé se retrouve en grec être les causes, cas, cous à la fin des mots. Mathématikos. Vous voyez? Que je traduis, ou bien je ramène à Maouremetiko. Maoutia-Reme, la nudité de la divinité de l'ordre de la justice. Vous voyez, c'est ça qui a donné le mot mathématique. Vous voyez, j'ai parlé de Tolisinko. Tola, nous savons ce que c'est. Li, là, nous savons ce que c'est. Sin, nous savons ce que c'est. Ko, nous savons ce que c'est. Le grec dit politikos, pour dire la même chose, qui a donné politique en français. Vous voyez, il y a plusieurs similitudes. Je ne sais pas si le temps nous permet de... Voilà. Allez-y, on a toujours un bout de temps. Ok, ça va. Dans le domaine scientifique, la plupart des mots ou bien des désignations sont issus de l'Égypte. Imaginons aujourd'hui si nous allons étudier en France, en tant que fond, je ne peux pas obliger mes professeurs à m'enseigner en fond. Mes professeurs en France, parce qu'ils ne comprennent pas ma langue. C'est moi qui suis allé là-bas parce que je veux acquérir le savoir. C'est ainsi que les Grecs sont allés acquérir le savoir en Égypte. Et ils l'ont fait dans la langue égyptienne. Nous sommes en train de parler le français ici, alors que nous sommes dans un pays fond. Bon, on ne va pas dire fond parce qu'il y a beaucoup d'autres ethnies, mais voilà. Effet, oui. Nous sommes dans un pays africain qui n'est pas français, mais nous parlons le français. C'est parce que nous sommes allés étudier là-bas et nous pensons que il y a le savoir là-bas que nous voulons acquérir. Donc, nous parlons le français ici, c'est pour dire oui, nous avons étudié dans de grandes universités, voilà, et tout. C'est ce qui était passé. Et les Pythagore, Thalès et autres parlaient le fond, qui est l'égyptien, ancien, dans leur pays. Et ensuite, ils sont venus faire d'autres interprétations à Alexandrie, avant de divulguer le savoir en Europe et dans l'Occident. Vous voyez. Et alors, nous avons parlé de la politique, des mathématiques, la géographie par exemple. Quel que soit le
le domaine scientifique, par exemple, la linguistique, le mot lobé, c'est ça qui a donné le mot logos, qui a finalement donné le mot logique. Quand nous allons étudier le mot lobé, nous allons voir que c'est constitué de deux rokun, ou bien dou, Le phonème. lo, voilà, de phonème, lo, et puis b. Lo là, premièrement, ça désigne crocodile. Vous voyez. Et B, ça veut dire langue. Lobé, ça ne veut pas dire langue de crocodile, mais quand nous disons l'eau aussi, c'est quelque chose qui est solide. C'est pour ça qu'on appelle aussi l'eau, crocodile, akpakaja. Sa peau est solide. C'est par rapport à la solidité de sa peau que les anciens l'ont assimilé à quelque chose qui est solide. Vous voyez? Donc, quand une parole est solide, une langue est solide, une langue profonde, voilà, profonde. On parle de l'eau, donc l'eau, là, ça veut dire parole consistante, qui a besoin de étimer, d'explication, que le grec appelle d'ailleurs étymologie, étymos. Vous voyez? Étimer. Voilà. C'est quelque chose qui est profond, qui a besoin, qui nécessite l'explication. Vous voyez? C'est là que le lobé devient parole consistante. Et si vous comprenez, ceux qui comprennent la logique, le logos grec doivent savoir que parole consistante n'est pas différente du sens que donnent à ce mot les Européens. Vous voyez? Ça, c'est le logos. Par exemple, le roison, là, c'est quelque chose qui est raffiné, fin. Nous, on rouet, c'est ne pas gros. Vous voyez, c'est raffiné. Zon là, ça veut dire beaucoup de choses, hein, mais ça veut dire ici le travail de l'œuvre de. Ça veut dire le travail du raffinement. Ce n'est pas trop loin du mot raison. On attribue les concepts égyptiens à d'autres savants, alors qu'il y a eu de vastes interprétations à Alexandrie. Et aujourd'hui, nous pouvons penser que Alexandrie est en train d'être dévoilée et que l'hellénisme est en train d'être démasqué. Et vous, c'est vrai que les concepts, ils ont voyagé à travers l'espace et à travers le temps. On a souvent attribué justement cette évolution à la migration des populations, mais fondamentalement, dans le cas, en tout cas, des Grecs, on a bien l'impression qu'au-delà des philosophes, les prêtres ont joué un rôle. Effectivement. Le panthéon grec est assimilable au panthéon égyptien et au panthéon du golfe du Bénin aussi. Ah ouais? Oui. Lorsque nous allons prendre Mao, dans mes recherches, la première divinité qui est issue de Mao, c'est Fa. La fraîcheur, la paix, la tranquillité. Et après Fa, nous avons Dan. Après Dan, nous avons les couples qui commencent par naître maintenant. Nous avons Minona, Mitoda qui est le dieu Gou. Nous avons le dieu de la lune qui est Son. Nous avons maintenant Silenon, que le grec appelle d'ailleurs Sirène, Sirenos, la mère des eaux. Vous voyez, quand nous allons dire en fond Silenon, Silenon, nous voyons déjà que c'est un mot fond. Sirène qui est Sirenos de l'autre côté. De l'autre côté, l'autre couple avec Silenon, c'est le roi du feu, que nous pouvons appeler Zosu, que nous appelons d'ailleurs Rebioso. Vous voyez, c'est le roi du feu, le dieu du feu. Et ce dieu du feu, il y a eu beaucoup de transformations aussi dans la Grèce. Absolument, ça a évolué. Nous avons un mot qui est plus proche, qui est Zeus. Vous voyez? Alors que les autres pouvaient l'appeler Zosu, le roi du feu. Vous voyez? Là, nous avons Sirène, nous avons Zeus, nous avons, quand nous parlons de Hadès, par exemple. Hadès, c'est le dieu du monde souterrain, le dieu de l'enfer.
cette divinité-là existe ici, un peu dans la profondeur des divinités ou bien du collège des mamies. Et ceux qui le savent l'appellent Adélan, vous voyez. Et c'est un animal avec les yeux rouges, vous voyez. Quand nous allons dépasser tout ça, au niveau de la spiritualité, il y a de grandes choses à dire parce que les religions qui se combattent doivent se ressaisir parce que le mot Jésus, celui qui est Jésus, n'est rien d'autre, selon les égyptomanes, ou bien les égyptologues aussi, n'est rien d'autre que Osiris, la divinité de la terre, de la fertilité. Vous voyez? Celui qui est ressuscité parmi les morts. Quand on le dit, le mot Osiris, quand on le recherche aujourd'hui, on ne trouve pas ça en Afrique. Mais nous avons le mot Essou chez les Yoruba. Et en fond, c'est un peu plus profond. Les noms ont presque disparu. Mais il ne s'agit que du roi de la terre. Ah oui. Les choses ou les éléments que vous avancez sont parfois quelque peu tirés un peu par les cheveux. On peut comprendre la question de l'oralité, etc., qui n'a pas forcément matérialisé et immortalisé un peu les connaissances pour les transmettre de façon intacte à travers le temps. La scientificité de vos résultats, elle peut être discutée, non? Oui, au fait, la science évolue par rupture. Lorsque nous allons nous approcher du philosophe américain Thomas Kuhn, nous allons voir que ce qui se passe, ce que je dis, c'est une révolution scientifique. Parce qu'il s'agit d'une rupture avec les bases scientifiques traditionnelles, ce qu'on entend très souvent. Bon, parfois aussi, la science aussi surfe sur justement ces ruptures-là pour se faire un peu de nom. Effectivement. Et donc, la scientificité de mes travaux, la question linguistique que nous avons, c'est ça qui nous a amené d'ailleurs vers la question du panthéon, de la spiritualité. Oui. C'est déjà un article que j'ai déjà publié, qui a été validé aussi par un collège de professeurs, de chercheurs. Et donc... et qu'est-ce que ça va changer à notre quotidien aujourd'hui? Moi, je suis de l'aide culturelle fond. Bon, j'apprends que je remonte, enfin, mes ancêtres remontent à l'Égypte ancienne, puis après qu'on a peut-être des ramifications jusqu'en Grèce. Ça change quoi? Au fait, nous aujourd'hui, les philosophes, nous sommes dans un processus, depuis longtemps, les philosophes africains sont dans un processus de décolonisation du savoir. Ok. La décolonisation, la souveraineté, il ne peut pas y avoir de souveraineté sans souveraineté linguistique, souveraineté de savoir. Donc, c'est dans le processus de la décolonisation du savoir, du changement de paradigme que nous menons nos recherches. Nous pensons souvent, à cause de nos besoins quotidiens, que ces choses ne servent à rien, mais l'hégémonie d'un peuple ne tient compte que de cela. Si les Français sont venus chez nous, si les Européens sont venus chez nous, et ont installé leur système éducatif, ont installé leur système linguistique et autres, ce n'est pas pour rien, ils ne sont pas cons, ils savent ce qu'ils font. Si nos ancêtres avaient enseigné leur langue partout dans le monde, jusqu'en Inde, partout, ils n'étaient pas cons. Et nous savons qu'ils ont eu une hégémonie sur le monde. Si nous voulons aujourd'hui sortir de notre... D'abord, nous sommes riches culturellement, mais je me permets de dire que quand on dit culture aujourd'hui, il s'agit de la danse, il s'agit du folklore. Du tout le bruit. Voilà. Alors que notre culture, c'est la manière dont nous parlons, la manière dont nous systématisons, la manière dont nous fabriquons tel objet, nos logiques, voilà, nos interprétations, ça, notre façon culture. De comprendre le monde, voilà. le monde aussi. Qu'est-ce que vous allez dire à un jeune Africain? Bon, à un jeune Africain, je lui demanderais de reprendre conscience de son histoire et de savoir qu'il il peut être grand. Parce que si les Européens ont installé des sculptures, des statues, des grands, on dit que les Européens ont découvert telle ou telle chose, c'est pour revigorer leurs jeunes, donner confiance à leurs jeunes pour leur dire, vous aussi, vous pouvez être de grands scientifiques. Mais si on vous dit que vos ancêtres n'ont été que des esclaves,
vous allez voir votre destin comme un probable esclave. Hein. Absolument. Alors, merci beaucoup d'être passé sur mon plateau. J'ai une dernière curiosité. Quand on parle d'Égypte ancienne, on parle forcément d'hiéroglyphes. Vous parlez du Kho. Je suppose qu'il y a des liens entre les deux. Quel est le travail de transposition que vous aviez prévu à ce propos? J'ai déjà beaucoup travaillé dans ce domaine-là et je propose un autre déchiffrement des hiéroglyphes. Parce que les hiéroglyphes, ça existe chez nous. Hein, ça veut dire juste écriture sacrée. Et si vous voyez dans nos royaumes, Alada, comme Abomey, comme Porto Novo, comme Savalou, vous allez voir aussi au Nigeria et au Togo, il y a des schémas sur les bonnets des rois, sur les parapluies, et nous avons les bas-reliefs. Aujourd'hui, je suis presque à la fin du déchiffrement du bas-relief d'Abomey. Ah oui. Et c'est cela qui a permis maintenant de faire une similitude avec les hiéroglyphes de l'Égypte. Parce qu'il s'agit d'écrire avec les images. Des signes et des images. Avec des images. Voilà. Donc, il y a une systématisation de nos écritures parce que nous avons plusieurs écritures. Nous avons les dous du Fa qui sont des écritures qui ont gardé le nom d'ailleurs de l'écriture égyptienne. Nous avons maintenant je l'appelle Tita ou bien Didé, qui sont les images affichées sur les pailles des rois, ou bien sur les bonnets, et ainsi de suite, sur les objets sacrés pour parler. Et voilà. Donc aujourd'hui, il y a un travail qui se fait dans ce domaine pour révéler réellement la scientificité de ce travail, la profondeur de ce que nous sommes en train de faire. Walilo Guillaume Garridé, merci beaucoup d'être passé sur Actu Matin. Merci. Très bonne journée. Bonne journée. Est-ce que les philosophes aiment le football? Bon, vous aimez le football? Les philosophes aiment le football, bon, ça dépend. Hein. Je me dis qu'ils sont toujours dans les réflexions plutôt que dans... On peut réfléchir aussi sur le football. Sur le football. Ah oui, hein? Je peux imaginer bien des réflexions philosophiques sur le football. En tout cas, ne bougez pas. Tout de suite, la transition pour l'actualité des sports. Merci.